Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Après son audience avec le président de la République, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest loue le rôle de notre pays pour son implication dans la paix et la stabilité de la région. La commission technique pour le pèlerinage lance l'opération de tirage au sort au profit des pèlerins voulant effectuer le 5e pilier de l'islam. La Palestine lance au niveau de la Ligue arabe une initiative visant à installer des ponts aériens pour l'arrivée de l'aide humanitaire destinée aux habitants de Gaza. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'audience du président de la République. Le chef de l'État, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott M. Saïd Djennet, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Au terme de l'audience, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU a fait cette déclaration que je vous propose d'écouter. Je m'apprête à conclure ma mission en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et j'ai tenu à venir rencontrer M. le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. J'ai tenu tout d'abord à lui exprimer mon appréciation et mes remerciements pour la coopération dont j'ai bénéficié auprès de lui, de son gouvernement et des autorités de ce pays dans l'accomplissement de ma mission. Et évidemment, j'ai saisi l'occasion pour lui réitérer mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême et exprimer mes vœux de succès dans l'accomplissement de son deuxième mandat au service de la Mauritanie. J'ai profité évidemment pour faire un tour d'horizon sur les problèmes régionaux et au-delà avec Monsieur le Président. Et nous avons évoqué évidemment les menaces à la paix et à la sécurité dans la région du Sahel, et en particulier le crime organisé transnational et le terrorisme. Et j'ai saisi l'occasion de souligner la contribution importante apportée par la Mauritanie dans les efforts visant à assurer la stabilité et la sécurité dans la région. La mosquée Ibn Abbas de Nouakchott a abrité cet après-midi l'opération du tirage au sort entre les personnes voulant accomplir le pèlerinage cette année. Plus de précisions avec Rabia Adeda. Accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, arriver à la ville sainte, la Mecque, c'est ce que convoitent ces personnes réunies à la mosquée Ibn Abbas pour le tirage au sort organisé par la commission technique chargée du pèlerinage au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le tirage au sort s'est déroulé dans la transparence totale. Pour chaque wilaya, les listes de personnes voulant accomplir le pèlerinage ont été regroupées, puis ont été partagées par groupe et placées dans une urne transparente. Après avoir pris connaissance du quota autorisé par wilaya, un imam procède au tirage au sort, de façon aléatoire. Et puis la dernière étape du tirage par wilaya est la lecture à haute voix des personnes dont les noms sont tirés, afin que toutes les personnes présentes soient prises à témoin. Cette opération qui a commencé par la wilaya du Hord Sharqi se poursuivra pour les autres wilayas. La wilaya de Nouakchott sera la dernière pour laquelle le tirage au sort sera effectué. Les membres de la commission technique nous confirment la transparence et la rigueur des procédures de l'opération du tirage au sort et rappellent la nécessité durant le pèlerinage pour le pèlerin de respecter les principes moraux et les bonnes conduites dictées. Organisé chaque année, le festival des dates à Attar a été clôturé hier soir. Cette 5e édition comprenait des expositions de fruits, de la guetna, des soirées artistiques et culturelles, ainsi qu'une visite des anciens sites que comprend cette ville. Retour sur le temps fort de ce festival avec Aminat Takan. Des soirées artistiques et culturelles étaient au cœur de la 5e édition du festival des dates à Attar. Ces soirées étaient assistées par un grand public venu de toutes les wilayas de l'intérieur. La dernière soirée a été l'occasion de récompenser les associations, acteurs et les agriculteurs qui ont contribué à la conservation du patrimoine culturel de la ville d'Attar.
Le public suivait chaque jour avec un grand intérêt une gamme variée de programmes. Les citoyens que nous avons rencontrés nous ont confié que la 5e édition du festival s'est déroulée dans de très bonnes conditions avec une ambiance bon enfant. Avec pour objectif de développer en quantité et en qualité suffisante la production phaéonicole dans la ville d'Attar, le festival est organisé chaque année et veut améliorer la qualité de la production du palmier dattier. Le festival comprenait l'exposition des produits de la Guetna, mais également la visite des anciens sites par les délégations ayant participé au 5e festival des dates que la ville d'Attar a abrité les 7, 8 et 9 août dernier. Actualité oblige, nous parlons dans ce journal du fléau de l'Ebola avec le virus qui continue de se propager dans quelques pays de l'Afrique. Dans notre pays, les pouvoirs publics ont pris un ensemble de dispositions pour contrer ce virus. Babacar Ndiaye. Selon le dernier bilan diffusé le 8 août par l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola a déjà causé la mort de 1000 personnes. Tout est parti de la Guinée-Conakry où le virus est apparu le 9 février 2014. Aujourd'hui, 3 autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont touchés par l'épidémie. Il s'agit du Libéria, de la Sierra Leone et du Nigeria. La progression très rapide de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse inquiète l'OMS qui a décrété une urgence de santé publique de portée mondiale. Résultat, tous les pays ont renforcé les mesures sanitaires pour arrêter cette épidémie. Celle-ci se manifeste par une poussée de fièvre, des diarrhées, des vomissements, une fatigue prononcée et parfois par un saignement. À l'heure actuelle, aucun traitement n'est disponible. Seule la vigilance et les mesures préventives peuvent contenir cette maladie. La Mauritanie, par mesure de précaution, a pris les devants en élevant le niveau de contrôle sanitaire à ses frontières, notamment avec le Sénégal et le Mali. Sur place, un dépistage systématique de la maladie est effectué sur ceux qui rentrent en Mauritanie. Aucun cas suspect n'a été encore détecté. Pour vous éclairer sur ce sujet, nous avons avec nous sur ce plateau le directeur de l'hygiène publique au ministère de la Santé, M. Abdallah El-Habib. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pouvez-vous nous éclairer sur cette maladie et comment elle se propage? Merci beaucoup, madame. C'est une maladie virale grave qui se transmet d'abord de l'animal à l'homme. C'est le premier type de transmission. Nous ne sommes pas intéressés par ce type de transmission parce que les animaux qui les transmettent, qui sont utilisés comme gibier par des populations qui vivent au niveau de la forêt, ne le sont pas au niveau d'autres pays. La seconde transmission, c'est la transmission interhumaine. Et c'est là où c'est celle qui nous intéresse. En fait, quand le malade est contaminé par l'animal, il devient à son tour transmetteur de la maladie. Et ça à travers ses sécrétions. Toutes les sécrétions du malade transmettent la maladie par le contact, tout simplement. Très bien. Et quelle est l'ampleur de la propagation de ce virus dans la sous-région? Comme on l'a vu dans ce qu'on venait de l'élément qu'on vient de passer, le mois de février-mars de cette année a connu la confirmation des premiers cas d'Ebola confirmés cette année au niveau donc de la Guinée-Conakry. Et donc malheureusement c'est proposé au niveau des pays riverains, le Libéria, la Sierra Leone et actuellement ça attaque le Nigeria. La pandémie a connu une certaine stabilité le mois de mai. On a cru que les choses vont se tasser et malheureusement, actuellement, elle fait une flambée. Très bien. Et monsieur le directeur, jusqu'ici, quelles sont les mesures entreprises par les autorités pour éviter ce virus dans notre pays? Question très pertinente. En fait, dès le mois de mars, donc avec la confirmation des premiers cas au niveau de la Guinée, les autorités nationales ont pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger la population. On peut citer parmi ces dispositions que des équipes qui sont équipées de matériel de détection de la fièvre, qui est les signes les plus probants de la maladie, ont été mis au niveau de toutes les portes d'entrée du pays. Au niveau des aéroports internationaux et du bac de Rosso, des caméras thermiques qui permettent de détecter l'élévation de la température chez la personne ont été donc installées au niveau des aéroports de Nouadhibou et de Nouakchott et au niveau des bacs de Rosso. Les dispositions concernant le système de santé, le renforcement du système de santé à travers la formation du personnel, la mise à niveau des équipes au niveau des structures sanitaires publiques et privées, et la mise à disposition des moyens permettant donc de pouvoir intervenir aux besoins.
Parmi ces moyens, par exemple, vous allez trouver au niveau de ces équipes des ambulances, au niveau de l'ensemble des équipes mises au niveau des portes d'entrée, mais vous allez aussi trouver les moyens qui permettent de traiter les maladies sous-jacentes. Le virus la maladie n'a pas de traitement propre, mais les signes qui peuvent accompagner donc. Et si ça a été démontré au niveau de la Guinée, si une prise en charge est faite rapidement, on peut s'en sortir. Très bien. Enfin, quel est le message que vous pouvez passer aux citoyens, d'abord pour les tranquilliser et les sensibiliser en même temps? Merci beaucoup. Je voudrais dire que la situation au niveau de la sous-région est inquiétante, mais je confirme qu'au niveau de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, aucun cas confirmé de cette maladie n'a eu lieu. Donc aucun cas n'a été confirmé au niveau de la Mauritanie, au niveau du Mali et au niveau du Sénégal. Mais il y a des dispositions qu'il faut prendre pour prévenir toute éventualité. Parmi ces dispositions, la principale, c'est le respect des mesures d'hygiène. Se laver les mains à l'eau et au savon est une mesure essentielle. Être vigilant en veillant à savoir qui est ressortissant ou venant ou ayant séjourné dans une zone où l'épidémie est actuellement sévie. D'être vigilant parce que si on séjourne dans cette zone, on est potentiellement porteur du virus. Et donc nous devons être vigilants. Toute personne venant de cette zone d'endémie et qui fait une fièvre brusque, qui est fatigué, qui fait une diarrhée, qui fait une hémorragie, devra être donc, les services de santé devront être avertis pour pouvoir intervenir. Le numéro 101 est un numéro de téléphone vert que les populations peuvent utiliser. Donc, toute suspicion de la maladie chez une personne venant ou ayant été en contact avec une personne qui séjournait dans cette zone, au Libéria, en Guinée, au Nigeria actuellement, devra être donc portée à la connaissance des services de santé qui sont prêts à intervenir. Les populations doivent se calmer, doivent savoir qu'il n'y a pas de cas confirmés, mais ils doivent respecter les règles d'hygiène. Un malade ne doit pas être touché. Le cadavre d'un malade ne doit pas être touché. Il est, au même titre que le malade, porteur du virus et par conséquent, pouvant transmettre la maladie. Très bien, merci beaucoup Monsieur Abdallah El-Habib. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hygiène publique au ministère de la Santé. Merci beaucoup. Toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci pour parler du paludisme. Cette maladie se développe pendant l'hivernage. Le centre hospitalier de la wilaya du Gorgol accueille de plus en plus de patients souffrant des maladies hivernales telles que le paludisme. Reportage de Mohamed Abdallah Yab. À la Muqata'a d'Embout, à l'est de la wilaya du Gorgol, la mobilisation sanitaire bat son plein. Les ressources humaines et matérielles sont bien présentes pour prévenir le mal. C'est d'ici que la campagne nationale de lutte contre le paludisme pour 2014 a été lancée officiellement par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Investir dans l'avenir, c'est vaincre le paludisme. Voilà le slogan de cette année. Par ailleurs, la wilaya du Gorgol, à l'instar des autres wilayas riveraines du fleuve du Sénégal, se trouve chaque année avec une abondance de pluie. Cette joyeuse réalité favorise cependant la propagation de certaines maladies, en l'occurrence le paludisme. Selon le directeur régional de l'action sanitaire, les services médicaux sont d'ores et déjà préparés à cette saison pluviale. Depuis sa mise en place il y a 4 ans, la campagne nationale de lutte contre le paludisme a porté ses fruits. Avant, c'était 45 000 personnes qui tombent malades à cause du palu. Mais grâce à telle initiative annuelle, seulement 19 000 personnes ont été atteintes pendant la dernière saison. Les médicaments sont disponibles et gratuits, de même pour les dépistages. Quant aux femmes enceintes, elles bénéficient de certaines mesures d'accompagnement. Malgré l'importance de l'action menée par les autorités publiques, la lutte contre le paludisme requiert une sensibilisation des citoyens sur les vertus de la prévention en respectant les règles de l'hygiène, en utilisant les moustiquaires imprégnés et en veillant sur la propreté des enfants.
pour que les 108 460 habitants de cette ville paisible soient enfin à l'abri du paludisme. Retour à Nouakchott où les locaux du ministère des Affaires économiques et du Développement ont abrité ce matin une réunion de concertation regroupant les cadres de ce ministère et des représentants de la coopération internationale japonaise. Cette réunion a été l'occasion d'évaluer les projets exécutés dans notre pays en collaboration avec la coopération japonaise. Moussa Ndiaye. Cette consultation pratique entre les experts du Japon et de la Mauritanie dans le domaine de la coopération vise à renforcer non seulement la coopération bilatérale, mais aussi multilatérale, en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans différents domaines. Ces domaines de concentration sont, entre autres, l'agriculture, la pêche, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'aménagement du territoire, la lutte contre la menace sécuritaire, la formation à travers l'octroi des bourses de stage dans diverses spécialités. Ces consultations pratiques ne manqueront pas de raffermir les relations de coopération existantes entre nos deux pays, car elles offrent l'occasion de relever les défis majeurs des différents ordres et de consolider les atouts pour aller encore plus de l'avant. La coopération entre la Mauritanie et le Japon a connu un progrès remarquable, d'où l'importance de mettre l'accent sur les différents secteurs qui ont bénéficié de l'assistance technique du Japon en Mauritanie. En effet, les parties principales d'intervention concernant l'éducation, avec la réalisation des projets de construction de salles de classe à Nouakchott et Nouadhibou pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants mauritaniens. Dans le domaine de santé, le projet de construction d'une école nationale de santé publique à Nouakchott pour le renforcement de la formation des ressources humaines est en cours d'étude. En plus, le nombre de stagiaires au Japon est en pied tiers. La rencontre des consultations pratiques tenue ce matin à Nouakchott, dans les locaux du ministère des Affaires économiques et du Développement, entre les experts du Japon et de la Mauritanie, va sans nul doute permettre aux différents experts d'évaluer le progrès qu'a connu cette coopération. La capitale économique a connu durant les 5 dernières années la réalisation d'importants projets de développement. Parmi ces projets, la construction d'un nouveau port minéralier, entre autres projets. là-bas. La SNIM, le géant mauritanien de production de minerais de fer, surfe sur la vague du dynamisme durant ces 5 dernières années. Et l'entreprise multiplie des projets pour maintenir ce succès. Ainsi, elle a réalisé un port minéralier d'une capacité de déchargement de 10 000 tonnes/heure. L'entreprise table sur une production totale de 13 millions de tonnes de minerais de fer en 2014. Autre réalisation à mettre à l'actif de la SNIM, c'est la réhabilitation du port pétrolier. De vastes et ambitieux projets dont le directeur général, M. Mahfouz El-Boboni, a indiqué que la SNIM a opté pour une nouvelle vision à travers la mise en œuvre du programme Nouhoud qui vise à produire 40 millions de tonnes de minerais de fer à l'horizon 2025. Il a ajouté qu'un autre chantier est en cours, un kilowattheure destiné à doubler la capacité de déchargement du minerai. À cela s'ajoute la création d'une unité de production de granit et de marbre à hauteur de 500 000 mètres cubes par an. L'objectif est de contribuer au renforcement des activités économiques dans la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. Par ailleurs, la SNIM s'est attelée à renforcer la capacité de production de la centrale électrique de la ville de Nouadhibou pour satisfaire les besoins des habitants en électricité et d'autres services de base comme l'eau ou l'assistance aux démunis à travers la Caisse de dépôt et de développement. Étant une entreprise citoyenne, la SNIM s'est lancée dans la création des marchés au profit des habitants des quartiers périphériques ainsi que la réalisation d'un hôpital régional d'une capacité de 250 lits. En définitive, la SNIM s'est engagée dans un ambitieux programme de modernisation de son outil de production en vue d'atteindre le top 5 des producteurs mondiaux de minerais de fer à l'horizon 2025.
L'exposition anarchique des marchandises dans les couloirs des marchés constitue des désagréments non seulement pour les vendeurs mais aussi pour les clients. Du point de vue sécurité, cela aussi peut être préjudiciable en cas d'incendie. Ziaïda. En dépit de nombreux incendies qui ont ravagé le marché Azman, ce marché de meubles, l'un des plus grands de la capitale, reste toujours exposé à des risques d'incendie. Interposés n'importe comment devant les boutiques de ce marché, les matelas, les banquettes, les coussins, pour ne citer que ceux-là, tous des matériaux inflammables, s'exhibent sous la pression des va-et-vient des personnes majoritairement cigarettes à la main, avec quoi la menace d'incendie devient plus considérable. Le manque de conscience également. Selon ce vendeur, dire à un client d'éteindre sa cigarette près des meubles serait préjudiciable pour le commerce. Les clients ne comprendront pas, poursuit-il. Les marchands de ce marché, pour la plupart, se plaignent de la lenteur des sapeurs-pompiers et selon eux, la propagation des incendies dans leur marché vient suite au retard des hommes de la protection civile. Le dernier incendie du marché Azman nous confirme ce commerçant a mis 2 heures à s'éteindre. Pour lui, sans l'aide des commerçants et des habitants environnants, il aurait fallu plus si cela tenait qu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Quant aux hommes de la protection civile, ces incendies font suite aux négligences des commerçants de ce marché. Pour ce responsable de la protection civile, il faut tout d'abord une sensibilisation accrue sur les risques d'incendie dans ce marché. Et ensuite, les former à l'utilisation d'extincteurs pour leur permettre de se protéger et également protéger leur commerce. Il termine en affirmant que lorsqu'un incendie se déclare dans ce marché, le problème est qu'il le fait sous plusieurs foyers, ce qui rend difficile l'extinction du feu. Ailleurs, on parlerait de toiles d'araignée pour les installations anarchiques d'électricité visible à l'œil ici, qui n'offrent pas la moindre sécurité et constituent également un véritable danger pour les usagers des lieux. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Babacar Ndiaye. 72 heures de trêve à Gaza, le temps pour ces Palestiniens de venir constater les dégâts. Maisons, usines, mosquées, rien n'a échappé aux roquettes. C'est dans ce contexte que les négociations entre Israël et le Hamas ont repris au Caire, en Égypte. Le but de ces négociations est de mettre un terme à cette guerre qui a déjà fait plus de 2000 morts. À Douala, au Cameroun, c'est la mobilisation contre Boko Haram. Cette campagne pour dire non à cette secte islamiste intervient après des attaques à Kolofata, dans le nord du pays, où une vingtaine de femmes ont été prises en otage. La majorité au pouvoir a organisé dans la capitale camerounaise un meeting pour dénoncer les attaques meurtrières de Boko Haram. Depuis le 1er août, pour mieux lutter efficacement contre la secte islamiste, toutes les forces sont regroupées au sein d'un seul commandement opérationnel. Fin du suspense en Centrafrique, Mahamat Kamou est nommé Premier ministre de confession musulmane. Il a travaillé avec l'ancien président rebelle Michel Djotodia. Avant sa nomination au poste de Premier ministre, Mahamat Kamou était conseiller spécial de la présidente centrafricaine Samba Panza. Son gouvernement aura comme tâche première de faire respecter le fragile cessez-le-feu signé à Brazzaville fin juillet. Mesdames et messieurs, le rappel des titres. Après son audience avec le président de la République, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest loue le rôle de notre pays pour son implication dans la paix et la stabilité de la région. La commission technique pour le pèlerinage lance l'opération de tirage au sort au profit des pèlerins voulant effectuer le 5e pilier de l'islam. La Palestine lance au niveau de la Ligue arabe une initiative visant à installer des ponts aériens pour l'arrivée de l'aide humanitaire destinée aux habitants de Gaza. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.